Dans nos sociétés contemporaines, la figure de la victime semble avoir remplacé celle du héros. Partout dans le monde résonne désormais ce cri « MeToo ». Moi aussi, je suis une victime du patriarcat, une victime du colonialisme, une victime du racisme, une victime de toutes sortes d'injustices et de phobies. La souffrance est devenue notre nouveau sacré. Chacun se sent désormais humilié, offensé, persécuté. Alors comment en est-on arrivé là ? Quelle forme extrême prend aujourd'hui cette dynamique victimaire ? Et peut-on sortir de ce culte de la souffrance ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités, le philosophe Pascal Bruckner et le philosophe et historien François Azouvi. Tous victimes, tel est le thème de ce club Le Figaroïdé. Bienvenue. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté de débattre dans ce club Le Figaroïdé. Vous publiez tous les deux des livres au sujet très similaire. Vous, Pascal Bruckner, philosophe et essayiste que connaissent bien les lecteurs du Figaro puisque vous écrivez régulièrement dans nos colonnes, vous publiez cet essai « Je souffre, donc je suis », portrait de la victime en héros chez Grasset, où vous ciselez ce dolorisme de notre époque qui, de Greta Thunberg pleurant sur le sort de la planète aux musulmans se plaignant d'islamophobie, est un peu devenu l'esprit de notre temps. Et vous, François Azouvi, vous êtes historien, philosophe, et dans ce livre « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré », vous faites la même analyse que la victime a remplacé le héros et vous essayez de remonter à la genèse de la montée de ce sentiment victimaire. Ce sont deux analyses d'ailleurs très complémentaires et je dois dire qu'on les lit avec beaucoup de plaisir. Évidemment, on va creuser ce sujet. J'aimerais commencer cette émission en vous faisant réagir à une image dont vous parlez, François Azouvi, au début de votre livre. C'est celle de la plaque qui avait été inaugurée en 2018, pour rendre hommage à Arnaud Beltrame, le colonel Arnaud Beltrame, qui s'était offert en sacrifice pour sauver une otage lors d'un attentat à Trèbes. Et cette plaque, qui a été corrigée bien sûr depuis, disait « Assassiné lors de l'attentat terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes, Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme ». Alors évidemment, ça a été changé depuis, mais je voulais vous demander à tous les deux en quoi cette plaque et cette confusion originelle est, selon vous, emblématique de cette confusion aujourd'hui qu'il existe entre le héros et la victime. François Azouvi. Je crois qu'elle est tout à fait révélatrice de la dévalorisation que subit l'héroïsme par rapport à la victime. Il me semble que ceux qui ont rédigé cette plaque ont voulu conférer un surcroît de valeur, un surcroît de grandeur au colonel Beltrame, et pour ça, ils l'ont fait victime. Tout se passe comme si, au fond, être un héros, ça n'était plus suffisant. Et donc, il a fallu le faire victime de son héroïsme. Ce qui, évidemment, est parfaitement contradictoire, puisque la victime ne va pas volontairement au-devant de son supplice, tandis que le héros, justement, se porte volontairement au-devant de son martyre, et c'est ce qu'a fait le colonel Beltrame. Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'il existait un débat similaire aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, où on se demandait s'il fallait ou pas distinguer entre d'un côté les résistants et de l'autre les déportés qui avaient été simplement victimes du nazisme. Ça rejoint ce débat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre, pendant une brève période, on a encore vécu sur le couple héros-martyr. Et quand il s'est agi de penser la situation des Juifs morts à Auschwitz, pour faire court, on les a pensés encore une fois comme des héros ou comme des martyrs. Il n'était pas possible d'en faire des victimes parce que, à ce moment-là, la victime était encore dévalorisée. Être une victime, au fond, c'était moins bien qu'être un héros ou un martyr. Et donc, on a essayé d'en faire des héros ou des martyrs. Ça a tenu pendant quelques années, pendant quelques petites années. C'est le moment aussi où il y a eu ce débat que vous évoquiez entre les résistants et les déportés, savoir si on allait conférer aux uns et aux autres la même pension, la même valeur en quelque sorte. Et la réponse a été très claire, les héros méritent plus que les victimes et donc les résistants auront une pension supérieure à celle des victimes. Mais ça a tenu
très peu de temps. On va revenir sur la genèse, évidemment. Mais Pascal Bruckner, c'est intéressant ce que dit François Azouvi. Et vous ouvrez votre livre par la question de la médaille, la fameuse médaille pour les victimes de reconnaissance pour les victimes de terrorisme qui a été inventée par François Hollande et qui, pour vous, aussi symboliquement symptomatique de cette confusion. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire François Azouvi, quand, après le Bataclan, Hollande veut honorer les 130 victimes, il n'a pas d'autre idée que de leur accorder la Légion d'honneur. Et là, le grand chancelier refuse, en disant que la Légion d'honneur a été créée par Napoléon pour célébrer ceux qui se sont battus ou qui ont rendu un service à la France. Et donc, Hollande change d'avis et fait une médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme, qui la 4e médaille dans l'ordre hiérarchique, avant la Croix de guerre et avant un certain nombre de récompenses accordées aux soldats. Et donc, les cadres de l'armée ont d'ailleurs protesté contre cet honneur. Et en fait, on est là, je pense, au summum de l'idéologie victimaire, c'est-à-dire que celui qui a subi vaut mieux symboliquement que celui qui agit. Le malheureux a plus de richesse humaine que le valeureux. Et en réalité, ce que cet honneur veut dire, ou cette médaille veut dire, c'est que effectivement, l'opprimé, l'humilié, l'assassiné sont devenus les véritables saints laïcs de notre époque, et que tous les gens qui continuent à résister, à se battre, à se débrouiller seuls dans la vie, valent moins finalement que ceux qui sont souffrants, et qui le disent surtout, parce que la victime a besoin d'un public comme le héros. Et c'est tout le système médiatique qui tourne aujourd'hui autour des victimes. Pratiquement tous les jours, on découvre une nouvelle catégorie victimaire et qui monte sur le pavois, qui sont honorés. Et tout l'art des victimes, vrai ou fausse, parce que la difficulté est là, c'est de tenir le plus longtemps possible en haut du podium et de ne pas être renversé par des nouvelles venues qui vont discréditer le malheur antérieur. Oui, alors on reviendra un peu plus tard dans l'émission sur la concurrence victimaire qui est effectivement au cœur de ce problème, mais je voudrais revenir sur la genèse de ce sentiment victimaire. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à cette confusion? Vous, François Azouvi, dans votre livre, votre enquête démarre avec la guerre de 14-18, où vous dites que finalement les poilus, la figure du combattant, du soldat, c'est un peu le summum du modèle héroïque tel qu'il avait existé quasiment depuis toujours, mais qu'on bascule, enfin on commence à basculer au lendemain de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce début de comment on commence à changer de paradigme? Oui, mais je voudrais d'abord vous citer un exemple que j'ai trouvé l'exemple le plus parlant en fait de ce changement de paradigme du héros à la victime. C'est le monument aux morts de la petite ville de Dôme en Dordogne. Alors ce monument aux morts comporte deux inscriptions, deux types d'inscriptions. La première est très classique. Il est dit Dôme à ses soldats morts, à ces soldats héroïques morts pour la France. Bon, c'est visiblement les soldats de la guerre de 14. Bon. Et je suppose que l'inscription doit dater des années 20 à peu près. Et puis il y a une deuxième inscription qui est ainsi libellée aux victimes de la guerre de 1939-1944. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est que parmi ces victimes, il y a trois catégories. Alors, il y a les déportés, ça on comprend. Il y a les fusillés, on peut comprendre aussi. Mais il y a aussi les morts au combat. Donc, les morts au combat de 1914 sont des héros. Et les morts au combat de 39-45 ou 39-44 sont des victimes. Je trouve ça extraordinairement parlant. Et s'il fallait donner un exemple de ce que nous cherchons, vous et moi, à montrer dans notre livre, je trouve que ce serait celui-là. C'est effectivement très parlant, oui. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça se joue, selon vous, ça commence après la Première Guerre mondiale? Alors oui, je pense que ça se joue effectivement au lendemain de la guerre. Et je crois, comme tout le monde d'ailleurs, et comme vous, je crois que la présence, enfin le fait des morts de la solution finale, des Juifs morts à Auschwitz, est évidemment le moteur qui déclenche cette élaboration de la catégorie de victimes. Mais je pense que ça ne suffit pas. Parce que, en réalité,
des populations qui seraient susceptibles d'être considérées comme des victimes, il y en a eu avant. Et en particulier, justement, les soldats de la guerre de 14. Enfin, quand on y réfléchit, plus de 4 millions de morts et de blessés dans les 4 années de la guerre, c'est-à-dire plus de 10% de la population française. Or, on n'en a pas fait des victimes, on en a fait des héros. En revanche, les déportés les morts et les déportés de la Shoah, on en a fait des victimes. Il s'est donc, à mon avis, passé autre chose que la seule présence de cette catégorie de la population. Et mon hypothèse, mais on y reviendra certainement, c'est que le retrait de la religion, le retrait du christianisme a joué là le rôle d'une condition de possibilité pour qu'on puisse créer la victime. Pascal Bruckner, sur la rupture, pour vous, elle se situe où, cette rupture ? Je pense que la rupture se situe aussi au niveau de notre vision de l'armée. C'est-à-dire que au lendemain de la guerre de 14, il y a le mouvement pacifiste qui a joué un grand rôle ensuite dans la collaboration, si on pense à la Jean Giono. Mais même dans ma génération, quand nous arrivons à l'âge adulte, dans les années 60-70, la guerre est une absurdité. Et l'armée française s'est déconsidérée. D'abord, elle a perdu la guerre de 40, puis elle s'est déconsidérée dans les guerres coloniales. Et la figure du soldat va être tout d'un coup affligée de tous les défauts de la terre. C'est une brute, c'est un assassin, c'est un tortionnaire. Et on lui préfère évidemment ceux qui le combattent. C'est le guérilleros, c'est le maquisard, ça va être plus tard le moudjahidine pour ceux qui se sont enflammés pour le combat des Algériens contre la France. Et ce discrédit de la figure du soldat et donc de l'armée explique pourquoi l'idéal va se porter sur d'autres figures de la souffrance humaine et de l'idéal. Et puis à cela se rajoute aussi la baisse d'intensité du combat politique, c'est-à-dire que après la chute du mur, l'espoir de voir le monde changer grâce à la révolution ou grâce à l'arrivée du socialisme s'estompe considérablement, et donc la politique n'est plus le seul moyen de changer la vie ou d'améliorer la condition des hommes, c'est l'irruption sur la scène française du juridique, venu des États-Unis, c'est le juge qui va désormais remplacer le député ou le ministre ou le président de la République. Et on voit bien aujourd'hui l'importance qu'ont pris le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. C'est-à-dire que quand le citoyen est aux prises avec les pouvoirs, il demande à son avocat ou au juge de trancher sur les problèmes fondamentaux de l'existence humaine. Et là, effectivement, si vous pouvez prouver devant une juridiction que votre sort n'est pas enviable et que vous avez été aux prises avec des puissances maléfiques, donc si vous pouvez passer pour une victime, vous serez indemnisé, remboursé. Et donc je crois que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent tout d'un coup le surgissement extraordinaire de la figure de la victime. Avec cette exception, c'est qu'aux États-Unis, qui est une démocratie juridique, le soldat reste le héros principal. Mais nous ne sommes pas du tout dans les mêmes mondes. Mais j'aimerais qu'on revienne à une question qui, selon moi, est clé, c'est celle du christianisme. Et qui vous oppose, je pense, parce que vous, Pascal Bruckner, vous dites finalement que cette espèce de paradigme de la victime est aussi une conséquence du christianisme qui fait de la figure du Christ la figure de la victime ultime qui rachète l'humanité et qui donc installe, et c'est d'ailleurs la critique que fera Nietzsche au christianisme, tandis que vous, François Azouvi, vous dites justement que c'est le retrait du christianisme qui permet à la victime de triompher. Alors, je vais peut-être vous demander d'abord, vous, Pascal Bruckner, en quoi, selon vous, cette victimisation est un prolongement du christianisme? Alors d'abord, c'est une perversion du christianisme, puisque c'est la volonté, en quelque sorte, de rentrer dans l'habit de lumière du déporté, du souffrant, de l'humilié, du faible, quelle que soit la condition sociale. C'est pour ça qu'on voit tant de nantis aujourd'hui revêtir les habits du damné de la terre, pour essayer d'en recevoir une certaine auréole, mais je pense qu'il y a une éclipse du christianisme, notamment en France, du catholicisme, mais qu'on ne peut pas faire de l'Europe le modèle du monde entier. On voit que partout ailleurs, notamment en Afrique, les religions restent très fortes. Si le catholicisme connaît effectivement un affaiblissement, d'abord ça n'est pas vrai dans tous les continents, et puis il y a d'autres formes de christianisme qui existent. Les évangéliques, par exemple, sont aujourd'hui dans le monde entier les seuls
militants capables de faire reculer l'islam. Dans les banlieues, les pentecôtistes, les adventistes du 7e jour sont les seuls qui sont capables d'affronter les imams et de distraire une partie de la jeunesse de l'attraction du salafisme notamment. Donc il ne faut pas se laisser focaliser par le fait que les églises soient vides, qu'il y a une crise des vocations. Moi d'abord je pense que le catholicisme va renaître par les abbayes, par les couvents, par les petits groupes, par une sorte de ferveur des communautés. Et donc, il ne faut pas avoir les yeux focalisés sur Rome, il faut aussi regarder comment les chrétiens vivent leur foi au quotidien. Et il faut regarder sur le temps long. Sur le temps long, on voit bien que ce soit du côté de l'islam ou de l'hindouisme ou du christianisme ou du judaïsme, les religieux n'ont pas du tout baissé la tête. C'est une braise qui reste... Mais est-ce que le sentiment victimaire est issu de cette Mais le sentiment victimaire est évidemment une hérésie chrétienne. C'est cette fameuse idée chrétienne devenue folle dont parlait Chesterton. Et ça prouve le triomphe, à mes yeux, le triomphe mondial du christianisme dans cet aspect très précis, puisque aujourd'hui, la victimisation est devenue un alibi de la géopolitique. Tous les dictateurs, tous les groupes, y compris les groupes terroristes, même Daesh, parfois, dans sa rhétorique, explique que les musulmans sont assassinés, persécutés, et que donc ils doivent en retour assassiner un certain nombre d'infidèles pour rétablir l'équilibre. Poutine, évidemment, utilise la rhétorique victimaire, les mollahs en Iran également, les Coréens du Nord, la Chine, qui prétend avoir été colonisée, enfin qui dit avoir été colonisée, donc qui veut venger l'humiliation, et je trouve que c'est plutôt effectivement une victoire par chaos du message du Christ. François Azoulay, est-ce que c'est une victoire du christianisme, ce sentiment victimaire ? Moi, je ne pense pas. Je rétorquerai que vous avez dit le sentiment victimaire ne triomphe pas partout, pas sur tous les continents. C'est tout à fait vrai. Mais précisément, pensez à l'islam. Le modèle du héros fonctionne à plein. Alors pour le pire, évidemment, mais il fonctionne à plein dans ces sociétés. En revanche, dans les sociétés où le christianisme subit, selon vous, une éclipse, ou selon moi, ou selon d'autres, une disparition, le sentiment victimaire prévaut. Et je suis en désaccord là-dessus avec vous quand vous dites que, au fond, le sentiment victimaire est présent il est présent dans la Bible. Je ne crois pas. D'abord, dans le judaïsme, le sentiment héroïque traverse tout l'Ancien Testament. Et pas du tout le sentiment victimaire, même dans l'épisode d'Isaac, de la ligature d'Isaac, c'est pas Isaac qui est au cœur de l'épisode, c'est Abraham dont on teste en quelque sorte la capacité à craindre ou pas Dieu. Et alors dans le christianisme, le Christ n'est pas une victime, il est un martyr. Et un martyr et une victime, c'est tout à fait différent. Quelle est la différence ? Le martyr est étymologiquement un témoin. Il témoigne de quelque chose. Le martyr se porte au-devant de son supplice. Le Christ se porte au-devant de son supplice. Et tous ceux qui ensuite vont l'imiter et qui seront des saints sont des martyrs. Ils ne sont pas des victimes. Jacques Le Goff, le médiéviste, disait les saints sont les nouveaux héros. Oui. Dans le christianisme. Il n'y a pas Donc il y a prolongement plutôt que rupture dans le christianisme. Moi, je pense que c'est l'effacement du christianisme qui a fait surgir, alors cette parodie, je dirais, de Christ, qu'est la victime, mais parodie. Qui donne nouveau sacré. Oui, mais vous avez raison sur le plan des écrits, mais on voit bien comment cette victimisation a été utilisée par une idéologie qui a eu un rôle fondamental, qui est le marxisme. Marx a fait du prolétariat le Christ laïque, le Christ incarné, chargé de sauver l'humanité. Donc il y a toute une théologie laïque dans le marxisme, notamment chez les jeunes Marx, qui montre bien à quel point le renouveau de l'humanité va être porté par la classe ouvrière, qui va souffrir, qui va rentrer dans une période de catastrophe, de douleur extrême,
mais au terme de laquelle une sorte de nouvelle révélation va advenir. Et puis alors après le marxisme, il y a les idéologies, je dirais, de basse couche, comme le wokisme, qui est une sorte de réveil protestant, mais vraiment à bas niveau, et qui fait aussi des minorités, des incarnations de la misère humaine la plus sombre, avec l'intersectionnalité, c'est-à-dire que le fait de croiser plusieurs handicaps fait de certaines personnes des victimes de naissance. Alors il y a les Afro-Américains, il y a toute la catégorie des LGBT, les handicapés, les personnes en surpoids, etc., etc. Donc on peut allonger la liste à l'infini, mais c'est une consécration de naissance, et donc ça donne lieu à une nouvelle figure de la victime, qui est la victime de naissance. On est victime comme on naissait autrefois, nobliaux ou serf, et ça c'est une victimisation héréditaire qui touche certaines catégories, de même que dans une certaine rhétorique, notamment du Kremlin, on est bourreau de père en fils. Donc les Ukrainiens sont des nazis parce que leurs pères étaient des nazis, et leurs enfants le seront également. Et donc on entre dans une autre configuration. Alors c'est vrai que ça n'a plus grand-chose à voir avec les évangiles ou avec l'Ancien Testament, mais il y a quand même une filiation directe, et je pense que c'est l'explication par la figure du Christ me paraît assez pertinente. Je voudrais qu'on vienne à la question de l'emballement victimaire et celui de la concurrence victimaire, qui est quand même au cœur de notre époque. Dans votre livre, François Azouvi, vous évoquez cet emballement à partir des années 70. C'est là que se met en place une dynamique où finalement on sort même de la question juste de la Shoah, ou pour avoir une espèce de figure de la victime abstraite, désincarnée, qui va se multiplier sous toutes ses formes. C'est la naissance de l'humanitaire, etc. Pourquoi vous situez à ce moment-là un tournant ? De fait, c'est à ce moment-là que ça se produit. Je n'ai pas cherché à le plaquer sur cette chronologie, mais c'est à ce moment-là que j'ai constaté que se mettait en place en effet une forme d'emballement. Dans un premier temps, donc, en effet, les victimes de la Shoah, et puis par une sorte de contagion, en quelque sorte, d'autres victimes viennent s'agréger, les colonisés, les Noirs, bientôt les femmes. Ce sont autant de groupes qui soit demandent à être reconnus comme victimes, mais le plus souvent sont considérés comme victimes par des groupes de pression, par des intellectuels la plupart du temps, qui estiment que la condition de ces groupes sociaux, de ces populations, est une condition de victime. Et il se passe alors ce phénomène que j'ai appelé en effet d'emballement, car à partir du moment où on constitue la catégorie de victime, il y a une sorte de force interne qui se met en place et qui fait que d'autres catégories sociales vont à terme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'autres catégories vont estimer qu'elles sont victimes. Et cette espèce d'emballement qui va donner la concurrence victimaire, je le crois intrinsèque à la notion même de victime. Il y a quelque chose qui nécessairement fabrique l'emballement et fabrique à terme la concurrence. Pascal Bruckner, vous voulez réagir là-dessus ou... Oui, c'est-à-dire que François Azouvi a raison. Dans les années 70, il y a un basculement qui se fait dans la compréhension des événements du monde, et ce sont les premières années où le négationnisme arrive sur la scène intellectuelle. Or, le négationnisme, ça n'est pas simplement la négation du génocide, c'est souvent un raisonnement beaucoup plus pervers. Ça consiste à dire, oui, il y a bien eu un génocide de masse, mais ça n'est pas du tout contre les Juifs, c'est contre les colonisés, c'est contre les esclaves, c'est contre les Africains, et donc il ne faut pas se tromper des victimes. C'est le moment où les Khmers rouges arrivent au pouvoir, où Serge Thion et la vieille taupe, qui sont des mouvements d'extrême gauche, aujourd'hui complètement oubliés, au nom de la lutte du prolétariat et du tiers-monde contre l'impérialisme occidental, vont petit à petit faire dévier
notre compréhension des événements de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi Jacques Vergès qui explique dans tous ses plaidoyers jusqu'à la fin de sa vie, que pour lui, le nazisme n'est qu'un épisode du colonialisme et qu'au fond, le véritable mal, la véritable abomination des événements des 4 derniers siècles, c'est le colonialisme occidental. Et donc, deux versions vont s'opposer. D'une part, la version antitotalitaire qui a été portée par notamment Hannah Arendt, qui dit que le totalitarisme nazi et soviétique est un événement absolument nouveau dans l'histoire, et puis la version des anticoloniaux, tiers-mondistes, aujourd'hui des décoloniaux, portés par Ouria Boutelja, qui explique, alors elle résume d'une formule très claire, des Shoah, on en a connu à gogo, c'est-à-dire à savoir, vous n'allez pas nous fatiguer avec votre Shoah, parce que nous les colonisés, nous les fils d'esclaves, on a souffert beaucoup plus que vous. Et je cite dans mon livre une pancarte qui a été affichée à San Francisco il y a 2 ans, expliquant que la traite africaine a fait, je crois, de 25 millions de morts, et que, évidemment, la Shoah à côté, c'est la roupie de Sansonnet. Donc, s'il y a la concurrence victimaire commence par les chiffres. Oui. Et à partir de là, effectivement, c'est souffrance contre souffrance, et c'est un dialogue impossible. Mais est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore aussi en faisant, par exemple, des lois mémorielles ? Je pense à la loi Guesso qui date de 1990, la loi Guesso qui, pour un objectif louable, combattre le négationnisme, fixe dans la loi une vérité historique et qui ensuite a engendré des demandes de loi mémorielle pour d'autres génocides. Et c'est une porte qu'on a ouverte et qui est potentiellement infinie, puisqu'on a ensuite reconnu l'esclavage, puis le génocide arménien. Et pourquoi on a reconnu le génocide arménien et pas d'autres, et pas le génocide des Tutsis ? Est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore en faisant ces lois mémorielles ? Oui, vous avez raison, mais la boîte a été ouverte en 1943 dans le fameux débat qui oppose Raphaël Lemkin et Hans Lauterpacht, 2 juristes polonais, juifs, qui essaient de comprendre les événements qui se passent en Europe avec le national-socialisme. Et Lemkin forge le terme de génocide, Hans Lauterpacht le terme de crime contre l'humanité. Et à Nuremberg, en 1947, c'est le mot génocide qui triomphe. Et Lauterpacht avertit son camarade et ami juriste Lemkin que là, c'est la boîte de Pandore, parce que à partir du moment où le mot génocide recouvre le crime maximal, le crime le plus abominable, tous les peuples, tous les groupes, toutes les minorités vont vouloir s'en revendiquer. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui au Moyen-Orient, à Gaza, où on se renvoie le mot génocide au visage, parce qu'effectivement, à partir du moment où toute souffrance peut être assimilée à un génocide, c'est-à-dire à ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il n'y a aucune raison pour que les peuples s'en privent. Et on voit bien que les Ouïghours, les Rohingyas, les Kurdes, les Arméniens, tous les peuples font en quelque sorte pression dans les tribunes de l'ONU pour dire « mais écoutez-moi, mon sort est atroce, car je subis aujourd'hui l'oppression maximale. » Et donc la loi Guesso, évidemment, a renforcé ce courant-là. Elle n'existe pas dans d'autres pays, elle n'existe pas aux États-Unis, où on peut s'exprimer librement et nier la réalité du génocide. Mais en tout cas, à partir du moment où on réclame sur sa propre personne ou sur son peuple la gloire obscure des pires châtiments, eh bien, tous les autres vont vouloir faire de même. François Azouvi, est-ce que c'était une fausse bonne idée, ces lois mémorielles, parce que ça a ouvert la boîte de Pandore ? Je pense. En effet, comme vous l'avez dit, ça partait évidemment d'une bonne intention. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'année 90. Il y avait eu en masse une série de déclarations, notamment de Jean-Marie Le Pen, qui toujours flirtait avec les lignes. Bon, c'était négationnisme, mais pas tout à fait, un petit peu quand même, etc. Bon, donc il y avait cette montée en puissance du négationnisme et
Guesso a estimé qu'il fallait mettre un frein. Mais je crois en effet que là, on a ouvert la boîte de Pandore. Mais contrairement à vous, enfin contrairement, non, c'est une nuance, mais ça c'est 1990, mais je ne dirais pas que la reconnaissance du mot génocide en 1943 par Raphaël Lemkin a ouvert là la boîte de Pandore, car il aurait fallu alors 50 ans pour que la boîte de Pandore non seulement s'ouvre, mais se déverse. Non, je crois qu'il s'est passé là quelque chose en 90 de spécifique et que ça s'inscrit dans le contexte justement de la victimisation en cours et en masse, et qui avait lieu à ce moment-là, mais qui n'avait pas lieu en 1943. Et donc, le mot de génocide en 1943 n'a pas fait florès, et même pour les Juifs d'ailleurs. Pendant très longtemps, on l'a très peu ou pas employé. Et puis évidemment, on s'est mis à l'employer quand le contexte victimaire est devenu favorable à ça. Mais alors évidemment, après, il y a eu toute l'inflation des lois mémorielles que vous disiez. Et ça, c'était Hans Lauterpacht qui avait averti Lemkin. C'est lui qui avait dit attention, on est en train de... Je ne savais pas. On est en train d'ouvrir... Et on en vient à ce retournement absolument vertigineux quand on y pense, où aujourd'hui, ce sont les Juifs qui étaient les victimes paradigmatiques de la Seconde Guerre mondiale, qui sont eux-mêmes accusés de commettre un génocide et se voient retourner quelque part cette accusation. Comment vous analysez cette espèce de retournement spectaculaire de la figure de la victime qui devient l'oppresseur ? C'est l'inversion miraculeuse dont avait déjà parlé Jean Kelevitch dans les années 70, déjà, assez tôt. Et cette position d'éminence est insupportable pour le reste du monde, est insupportable pour beaucoup de groupes, et notamment pour toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche. On s'est trompé de combat. Maintenant, le vrai juif au Moyen-Orient, ce n'est plus les Israéliens, ce sont les Palestiniens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Edouard Saïd dans un article d'Haaretz, je crois en 2000. Je suis aujourd'hui le dernier juif au Moyen-Orient, un juif palestinien fidèle aux théories d'Adorno. Et donc c'est une captation de lumière, captation de conditions, de statuts. Et à partir de là, tous les forbans de la mémoire se sont précipités pour expliquer qu'en réalité, les Juifs ont trahi le mandat qu'on leur avait donné, être des victimes éternelles, rester en quelque sorte dans le statut de minorité persécutée, et sont devenus au Proche-Orient des colonisateurs, des nouveaux massacreurs. Et ce qui s'est passé ces derniers mois est l'illustration d'un retournement, mais on oublie que ça a déjà eu lieu. Ça a eu lieu dans les années 80, 90, 2000. Première, seconde intifada, ça a déjà été le cas. Je me souviens d'une pancarte rue des Tournelles, près de laquelle j'habite, où il y avait une grande manifestation pro-palestinienne en 2004. C'était marqué « Sionisme, ADN criminel de l'humanité ». C'est-à-dire qu'au fond, le projet même d'un État juif porte en lui l'horreur, l'abomination. Et aujourd'hui, on voit que dans tous les meetings de la France insoumise, les Israéliens sont des nazis. On ne fait plus dans la dentelle. Et les Gazaouis sont les nouveaux, en quelque sorte, habitants d'un Auschwitz imaginaire. Et le Hamas est évidemment érigé au même titre que le FFI ou le FTP durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment le renversement absolu des valeurs et des réalités. François Azoulay, le conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine semble être devenu le paradigme de cette concurrence victimaire. On voit qu'il y a deux mémoires qui s'affrontent quelque part, la mémoire du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la colonisation qui est portée par les pays du Sud. Est-ce qu'on n'est pas là dans le conflit maximum des mémoires et des victimes ? Typiquement. Mais il a commencé très tôt. Et on comprend bien pourquoi, d'ailleurs, il a commencé. Jean Kelevitch, je disais, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Jean Kelevitch a dit en 1964 que les Juifs sont des victimes privilégiées. Des victimes privilégiées, c'est terrible d'une certaine façon, parce que évidemment, c'est enviable. Et c'est exactement ce qui s'est passé 3 ans plus tard, au moment de la guerre des 6 jours, en 1967, où s'est opéré pour la première fois le renversement des Israéliens, enfin des Juifs, en nazis. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est la rapidité avec laquelle ce renversement s'est effectué en 1967. En quelques jours, dès le déclenchement de la guerre des 6 jours, les Israéliens sont devenus des nazis. Et tout le lexique de la Seconde Guerre mondiale a été immédiatement investi
appliqué là-dessus et appliqué évidemment et plaqué sur les Israéliens. Et on comprend très bien, victime privilégiée, ça ne peut que susciter l'envie. Et je pense que le négationnisme, d'ailleurs, sans aller chercher très loin, le négationnisme est la conséquence directe de cette position dans laquelle les Juifs se sont trouvés embarqués malgré eux, en quelque sorte, dans cette position de victime privilégiée. Nous aussi, nous sommes des victimes privilégiées. Et ça donne, ce que vous disiez tout à l'heure, la concurrence victimaire à son maximum, évidemment, entre deux mémoires qui s'opposent frontalement et dont on ne voit pas très bien comment on peut en réalité sortir. Pascal Bruckner. Oui, ce qui est étonnant dans ce cas, qui est un cas emblématique, c'est de voir à quel point le statut de victime est enviable, comme vient de le dire François Azouvi. Il est désirable, il est même extraordinairement auréolé de toutes les vertus humaines. Parce que si vous pouvez vous dire une victime, d'abord vous avez pratiquement tous les droits et vous échappez aux devoirs qui sont ceux de l'humanité ordinaire. Et puis vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous serez exonéré. Vous êtes doté de l'excuse absolue et vos actes sont innocentés avant même que vous les commettiez. Et donc on voit bien que la victimisation vous fait entrer dans une aristocratie au-dessus de l'humanité ordinaire, qui est l'aristocratie des élus c'est un salut laïque. Et c'est pourquoi dans nos sociétés démocratiques, tant de catégories essayent en quelque sorte d'être baptisées victimes. Pratiquement, non pas à la naissance, mais enfin au premier accroc, à la première blessure ressentie, on entre dans la sainte famille. C'est une sainte famille et à laquelle, évidemment, que tout le monde aspire à rejoindre. Mais voilà, c'est une aristocratie qui n'est plus celle du sang, mais de la reconnaissance médiatique d'abord. François Azouvi, vous avez dit, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir. Ben justement, j'aimerais bien qu'on essaie de se demander s'il est possible ou pas de sortir de ce paradigme victimaire, ou bien c'est un processus irréversible. Et vous, Pascal Bruckner, dans votre livre, vous abordez la question générationnelle. Vous dites que finalement, il y a une génération aussi, vous dites, qui est affectée du syndrome du petit pois, c'est-à-dire qui est devenu douillette. Et ça m'a fait penser à un livre paru aux États-Unis de Jonathan Haidt qui s'appelle Coddling the American Mind, le chouchoutage de l'âme américaine, et qui montre comment le wokisme est né sur les campus américains d'une génération qui était tellement habituée au confort, qui était tellement chouchoutée par ses parents, l'enfant roi, qui finalement ne supportait plus la moindre contrariété et se complaisait dans une forme de plainte généralisée. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans ce paradigme victimaire, au-delà des raisons anthropologiques, philosophiques, religieuses? Est-ce que ce n'est pas tout simplement des raisons matérielles, c'est-à-dire le fait qu'une génération ait été bercée dans le confort et qui, en fait, a peur de tout? Oui, exactement. C'est-à-dire que ça tient à l'éducation, ça tient aussi à notre rapport au travail. Et je pense que la génération 68, qui est née après la guerre, a connu les deux mondes. L'ancien monde, l'éducation très stricte, les châtiments corporels qui existaient encore dans les familles et dans les établissements scolaires. La discipline, les notes, avec l'exclusion des mauvais élèves. Et puis on a basculé dans l'univers post-68 qui est un univers du fais ce que tu veux, et où l'enfant a été vu non pas comme un être imparfait à qui il faut inculquer un certain nombre de notions, mais comme une espèce de miracle dont il faut cultiver toutes les vertus avant qu'il ne bascule dans la maturité maudite. Donc ça a été la condamnation de l'âge adulte. L'âge adulte, c'est la fin de toutes les facultés poétiques. On retrouve ça chez Rimbaud, on retrouve ça chez les surréalistes. Et simplement, toutes ces idées sont très belles, mais appliquées à une génération, elles sont catastrophiques. Ça explique la chute du niveau scolaire aujourd'hui. Et effectivement, on voit bien que les jeunes aujourd'hui ne supportent pas les remarques, ne supportent pas les jugements, ne supportent pas les mots blessants. C'est la fameuse phrase d'Obama dans une université américaine en 2014 et disant les facultés ne sont pas des nurseries, elles sont faites pour vous aider à affronter le monde et à apprendre des choses, non pas à vous réfugier dans des bulles, mais effectivement, cette génération ne supporte plus la souffrance.
Et ce qu'elle baptise du mot de souffrance, qui est quand même un très grand mot, c'est la moindre contrariété. C'est le fait d'échouer aux examens, c'est le fait de ne pas être reconnu, c'est le fait de ne pas être applaudi, c'est le fait de ne pas avoir le meilleur salaire, de ne pas avoir la meilleure position sociale. Tout ce qui fait les contrariétés d'une vie ordinaire et que nous devons endurer malheureusement au jour le jour, eh bien cette génération a décrété que c'était insupportable et que désormais, si on la soumettait à ce régime de vexation, elle était en droit de se révolter. C'est par exemple le concept que vous connaissez bien de micro-agression, qui est un concept assez hallucinant, où le simple fait de vous demander à une personne « Comment appelez-vous votre nom ?» on me le demande depuis que je suis petit, est un acte de racisme. D'où venez-vous ? Je crois que beaucoup de gens ont posé cette question, mais tout ça fait que tout d'un coup, des catégories particulière de la société française s'auto-victimise pour justement échapper au destin commun. Et alors, pour les jeunes générations, je pense que cette mentalité est catastrophique. François Azovi, vous partagez ce constat sur peut-être un clivage générationnel ? Oui, je le partage, mais pas, je dirais pas entièrement. Parce que je pense que la victime, la catégorie de victime n'est pas seulement quelque chose de regrettable. Je pense que en élaborant cette catégorie de victimes, on a aussi, je dis bien aussi, fait un progrès moral. C'est-à-dire qu'on a reconnu quelque chose qui n'était pas reconnu auparavant et qui est la pure souffrance. La souffrance de celui qui justement ne se porte pas au-devant de son supplice, mais qui le subit. Et cette souffrance qui était auparavant dévalorisée, elle est devenue valorisée d'une certaine façon, ou en tout cas, elle a reçu une dignité. Et je pense que ça, c'est un progrès. Mais, et là, je vous rejoins, ce progrès est évidemment inséparable de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire de cette espèce de frénésie victimaire, d'emballement victimaire, qui fait que on ne sait pas très bien où ça va s'arrêter. Et je dis quelque part dans mon livre que cette élaboration, enfin cette société des victimes est probablement à la fois le meilleur et le pire. Et je ne sais pas comment décider. Mais ça va peut-être s'arrêter parce qu'il y aura tout simplement le retour du tragique. On voit que, vous voyez, mardi dernier, Emmanuel Macron a rendu hommage, par exemple, à deux Français qui ont stoppé une agression à Sydney, un assaillant armé d'un couteau, et 2 Français on voit le tweet d'Emmanuel Macron, qui a rendu hommage à ces héros français. Et on peut citer d'autres noms, par exemple, évidemment, on a parlé d'Arnaud Beltrame, mais aussi du jeune Henri d'Anselme, qui s'était opposé à un terroriste qui voulait tuer des enfants. On voit que la question du terrorisme, qui ressurgit dans notre société et qui maintenant est devenue quasiment une question quotidienne, fait ressurgir ces figures anonymes de héros qui se révèlent eux-mêmes des héros dans notre société. Donc, Pascal Bruckner, les héros existent toujours. Ah oui, l'héroïsme ne peut pas disparaître, sinon nous serions balayés par un vent de gémissements et de jérémiades continus. Moi, je pense qu'il va nous changer, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'histoire devient tragique. Nous sommes environnés de chaos divers. Il y a le terrorisme islamiste, il y a la criminalité des narcotrafiquants, il y a la violence à l'école et dans la rue, et puis il y a la guerre à nos frontières. Et donc, continuer à affronter une période de difficulté avec la mentalité d'une époque de société repue, c'est se condamner à la mort. Et donc, malgré nous, nous serons obligés de nous transformer, soit nous deviendrons les esclaves des événements et nous courberons la tête devant un maître plus fort que nous qui nous dira quoi faire et comment nous conduire, soit nous déciderons de redresser la tête justement et de ne pas nous laisser faire. C'est vraiment un choix, c'est le choix tragique par excellence aujourd'hui, et je ne pensais pas, honnêtement, je ne pensais pas il y a 20 ans que ma génération, qui a été très gâtée par l'histoire et qui a vraiment vécu le meilleur du XXe siècle, rencontrerait un jour ce tragique-là. Nous avons cessé de chanter la grandeur de la résistance et de nous assimiler bêtement avec le geste des maquisards. Mais là, je crois que pour les jeunes générations, vraiment, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Et donc, la figure du héros reviendra, que nous le voulions ou non. François Azovi, vous croyez à la possibilité du retour du paradigme héroïque dans nos sociétés ? J'ai du mal à y croire.
J'ai du mal à y croire, c'est-à-dire que je suis persuadé en effet que l'héroïsme est une constante anthropologique et donc il surgit et il surgira évidemment ici ou là, ça je n'en doute absolument pas, mais la question n'est pas là, la question n'est pas de savoir si tel ou tel est capable ou sera capable d'être un héros, la question est de savoir si on va de nouveau promouvoir l'héroïsme en paradigme. Et à l'appui de mon incertitude, je voudrais vous citer un exemple qui est tout à fait récent. Lorsque le président Hollande a voulu panthéoniser quelqu'un, il a demandé un rapport à Philippe Bellaval, qui était, je crois, à ce moment-là, directeur des Monuments Nationaux. Et Bellaval a rendu un rapport très, très nourri, dans lequel il a dessiné le portrait type du panthéonisé. Alors d'abord, le panthéonisé, ça doit être une femme, au titre de la parité, bon. Mais surtout, et c'est ça qui évidemment m'intéresse, ça doit être quelqu'un qui n'est pas exemplaire. Ça doit être quelqu'un qui ressemble à vous, à moi. Banal. Comment ? Normal. Voilà, normal. Parce qu'au le fond, président normal. Exactement. Si c'est quelqu'un qui sort du commun, on aura davantage de mal à s'identifier à lui. Et ce qu'il faut, c'est justement qu'on puisse s'identifier à ces personnages qu'on va panthéoniser. Oui, mais le Panthéon porte en devise aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Bon, alors, je comprends bien qu'on ait du mal à s'identifier à Jean Moulin ou à Pierre Brossolette, mais justement, c'est ça le sens de l'exemplarité. Alors, à partir du moment où une norme nationale peut être édictée conformément à ça, j'ai un peu du mal à croire que l'héroïsme puisse revenir comme paradigme moteur. Dernier exemple, et je laisse la parole, en 1953, le livre de cours de morale de l'école de Villefranche portait en titre « Courage ». Je trouve ça extraordinaire, mais quel enseignant, quelle maison d'édition aujourd'hui oserait mettre en titre « Courage » ? On a quand même la figure de Samuel Paty, par exemple, qui est une figure de courage qui a été unanimement reconnue, enfin en tout cas par la nation, comme un héros. Donc ça existe encore aussi ce paradigme. C'est-à-dire que si on se trouve dans la rue face à un homme avec un couteau, soit on décide de d'étaler et peu importe les gens qui le frappent, soit on décide, suivant l'exemple d'Arnaud Beltrame et d'autres Français, de faire face et de dire « ma vie n'a pas d'importance ». Car cet homme risque de blesser ou de tuer des innocents, et par conséquent, je dois être prêt à me sacrifier. Je ne dis pas qu'on sera capable de le faire, mais c'est un peu le calcul qui pourrait être celui des jeunes générations. Et moi, je suis frappé quand je parle avec des jeunes gens ou des jeunes filles, de voir à quel point il y a une revalorisation du rôle du soldat, du gendarme, du pompier, qui était... que nous regardions de façon ricanante quand nous étions jeunes. Pour nous, c'était des repoussoirs. Nous avons changé heureusement, et je crois que nous avons aidé aussi beaucoup de gens à faire ce changement. Mais il ne faut pas non plus se focaliser sur les deux figures antithétiques de la victime et du héros. Entre ces deux extrêmes, il y a l'héroïsme d'être humain tout simplement, de ne pas céder, de dire non, de ne pas courber la tête devant le fanatisme ou devant la folie militaire de tel ou tel État, et de garder sa capacité de raisonner et de se tenir debout. Et ça, je crois que tout être humain dans cette société, quel que soit son âge, sa condition sociale, est capable de le faire. C'est peut-être une forme d'héroïsme à minima, mais qui en tout cas permettrait peut-être à la France aussi de ne pas succomber aux dictatures et aux barbares. Dernière petite question, parce qu'il y a la question du courage, effectivement, qui est importante, et puis il y a peut-être la question du pardon aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce paradigme victimaire, on a l'impression que c'est une victime sans oubli ni pardon, que la victime l'est pour toujours, et qu'il n'y a aucun moyen, finalement, de tourner la page. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, parce que vous parliez de christianisme tout à l'heure, c'est un peu un christianisme sans rémission, quelque part. On a une victime pour toujours, on ne tourne jamais la page. Est-ce que c'est pas ça aussi le fond du problème ? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de héros aussi, d'un côté, mais aussi de pardon, de capacité d'oublier, de tourner la page ? Je ne sais pas lequel de vous veut répondre, mais... François Mazovic. Je veux bien. Oui, mais un pardon, ça suppose quand même un Dieu. Ça suppose une instance auprès de laquelle on est susceptible d'être pardonné ou non. Qui va pardonner dans la société d'aujourd'hui ? Vous, moi, vous allez me pardonner, je vais vous pardonner.
Ça n'a pas de sens. Nous sommes des individus porteurs de droits, sans aucune capacité de dépassement, sauf exception, vers les autres. Donc, oui, pardon, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous, mais sans transcendance, sans instance supérieure, même dans le marxisme, par exemple, il y avait une transcendance, elle était laïque, elle était séculière, bien sûr, mais on était susceptible de s'amender. Comment peut-on s'amender quand on est une victime ontologique, née victime? C'est pas possible. Oui, je pense qu'effectivement, dans le mouvement woke, et notamment chez MeToo, dont on peut faire un équilibre entre les bienfaits et les dangers, dans MeToo, il n'y a pas de rémission. Le pécheur, celui qui a agressé, est pécheur pour l'éternité, donc il doit être maudit, et la victime ne pourra jamais sortir de sa condition, puisque de toute façon, elle porte les blessures qu'elle a reçues comme une marque au fer rouge, et les rares femmes, par exemple, qui disent qu'elles sont sorties du viol et qu'elles ne veulent pas être définies par cet acte qui les a blessées, mais dont elles ont émergé, sont pointées du doigt par les autres féministes et montrées comme des traîtres, des collabos, asservis au patriarcat maudit. Et effectivement, le pardon est possible. Alors, je crois que nous n'avons pas besoin de Dieu pour pardonner. Il suffit, une société peut décider de pardonner à telle ou telle catégorie. Et après tout, après la guerre, la société française a pardonné à certaines personnes. Je cite le cas d'une résistante que je trouve assez extraordinaire parce que le pardon était un sentiment retors. C'est une femme qui avait été torturée dans l'Allier par un collaborateur zélé des Allemands qui avait causé la mort, je crois, de 200 personnes. Et donc, quand De Gaulle l'a attrapé, les résistants l'ont attrapé, De Gaulle voulait le faire fusiller, elle a supplié le général De Gaulle de ne pas le tuer, et l'homme a été mis en prison pour la vie, et en quelque sorte, elle a considéré son pardon comme une forme de vengeance. Elle lui a envoyé des lettres tous les jours en lui disant « J'étais entre vos mains, vous m'avez fait saigner, vous m'avez humilié, vous m'avez battu. » Et bien aujourd'hui, la situation s'est renversée, mais l'homme, paraît-il, n'a jamais manifesté le moindre remords. Ouais. Donc il y a aussi des bourreaux qui ne regrettent jamais. Il faut tenir compte de l'existence du mal. Pour pardonner, il faut aussi qu'il y ait une personne qui dise « Je m'excuse, j'ai mal agi », mais il y a des gens qui jamais ne s'excusent et qui sont fiers au contraire d'avoir torturé et massacré leurs contemporains. Donc pour ces gens-là, le pardon est impossible. François Deville, vous voulez dire un mot ou... Non, Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion passionnante. Je rappelle le titre de vos livres, François Azovy, Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré, c'est chez Gallimard. Et vous, Pascal Bruckner, Je souffre, donc je suis, portrait de la victime en héros, et c'est chez Grasset. Je vous conseille vivement cette double lecture. Merci à tous les deux. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaroïdé. Mes invités seront Ghassan Salamé, Hubert Védrine et Jean-François Colossimo, et l'on parlera de la haine de l'Occident. Très bonne soirée.